Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le surnomme le bâtisseur. Sa vie est faite de pierre. Pierre et bâtisseur, justement, vont de pair. Et ce n'est pas pour rien qu'il est architecte. Un nom prédestiné, assurément. Pierre Goudiaby Atepa, vous l'aurez deviné, est l'invité du 20e numéro des Affaires de la Cité. Bonsoir, Monsieur Atepa. Bonsoir, Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir est pour moi. Devant ce sympathique public. Tout de suite, vos ports et traits, c'est un trait de plume de Dieynaba Seydouba. Atepa, un homme, une histoire, racontée par notre architecte maison sur les images de Medoune Diouf. Regardez. L'architecture, c'est toute sa vie. Une vie d'ailleurs qu'il a montée et perfectionnée comme ses croquis et chefs-d'œuvre. Pierre Goudiaby s'est collé le surnom Atepa, qui veut dire bâtisseur en langue djola. Un nom qui a tout son sens si on s'en réfère à sa philosophie de vainqueur et à sa rage de gagner. Pierre Goudiaby s'est construit un empire, ce qui fait de lui un homme qui ose les défis extrêmes. Quelqu'un comme Pierre Goudiaby n'allait pas chercher trop loin. Un enfant de la Médina ou tout au plus de Ziguinchor, n'est-ce pas? Il ne sort pas ce n'est pas d'une famille de privilégiés ou de milliardaires comme on en parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un, depuis le plus jeune âge, qui a travaillé, qui a montré qu'il est capable de faire quelque chose et qui veut transformer. Et partout où l'on va, nous avons fait plusieurs pays, je connais tout le continent africain, n'est-ce pas? C'est clair et net. Je peux reconnaître parmi les pierres érigées en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, je peux reconnaître la signature de Pierre Goudiaby par la taille des pierres qu'il a faites pour bâtir ce continent. Natif de Ziguinchor, Pierre Atepa Goudiaby a grandi à la Médina, ce qui explique peut-être son combat pour la sauvegarde du littoral. La Corniche est d'ailleurs un de ses endroits favoris. Et reparlons de son travail, notons que le président du groupe Atepa a travaillé avec les différents chefs d'État. De Senghor à Wade, il a eu à montrer ses talents d'architecte, une reconnaissance qu'il a acquise avec beaucoup de chefs d'État africains. Atepa s'est construit tout seul. Il n'est pas né avec une cuillère d'or à la bouche, mais le petit Pierrot était bien choyé par sa maman. Vous voyez un autre homme, un autre ami pour moi. Je le voyais, il aimait beaucoup être entre l'école, la famille. Et même quand on était à la maison, il aimait se mettre entre les parents. En quelque sorte, il jouait à l'enfant gâté. Et lui, comme il était tellement poltron, Pierrot, il était tellement important. L'autre le frappait chaque fois. Il allait voir la maman et la maman voulait défendre Pierrot parce qu'il était plus jeune, alors que l'autre était plus grand. Alors ça faisait des histoires. Et en quelque sorte, il a un peu hérité aussi de sa maman qui aime aussi créer des choses. Oui, dans le domaine de la couture, ou faire autre chose. Nous, on s'adonnait au football, on faisait toutes les manifestations. Mais lui, la manifestation qu'il aimait le plus, c'était le théâtre. Ah, et ça a été aussi l'étonnement des gens. Moi, je voyais pour un littéraire, mais pas pour un homme qui pouvait créer, un homme de science qui pouvait faire des études. D'ailleurs, il n'a jamais fait de sport parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire du sport. Il ne pouvait même pas courir d'ici 100 mètres. Alors, il prenait un papier, il griffonnait, avec de l'argile, il faisait des bateaux, il faisait des trucs. Alors, en fin de compte, après, il prenait les grenouilles, il opérait. Alors, mon père lui dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être médecin? Il dit, non, 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 mais pourquoi tu tues? Pourquoi tu opères? Tu veux... Non, je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Quand il a eu le bac D, qu'il a eu à avoir la bourse pour aller aux États-Unis, 2 ans après, il nous est revenu pour des vacances. On lui a posé la question, toute la bande, parce qu'on faisait une très grande bande d'enfance. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Il nous disait architecte, mais on ne percevait pas ce que c'était l'architecture. Pierre Goudiaby, un homme ouvert à la conversation fluide et à la jeunesse éternelle. Tout est dans la tête, comme je dis. Avec son franc-parler et sa rigueur à l'américaine, Pierre Goudiaby est quelquefois un
invivable. Il le sait et l'assume pleinement, puisque c'est avec une main de fer qu'il manage son équipe et n'en déplaise à certains. Au bureau, il est sévère et rigoureux, mais une fois chez lui, Atepa devient doux comme un agneau. Il chérit son épouse et ses 5 filles qu'il préfère mettre en dehors de la vue publique. Pierre sait dissocier les choses, son monde est bien architecturé, ce qui fait de lui un véritable Atepa. Dieynaba Seydouba, merci. Pierre Goudiaby Atepa, rebonsoir. Rebonsoir. Quelle réflexion vous inspire ce portrait de Dieynaba Seydouba, de vous? Je suis d'abord merci. Je remercie vos téléspectateurs. Je suis très ému parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des images de ma maman. Je crois qu'elle a fait un très bon travail. Je suis content qu'elle ait fait du bon travail. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous pour des raisons que vous savez. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, pour ce que fait mon ami Youssou N'Dour avec son groupe. Et pour moi, c'est effectivement un privilège de pouvoir être là aujourd'hui et peut-être de parler de ma modeste personne et de certaines choses que je fais. Alors, Pierre Goudiaby Atepa, est-ce que vous auriez pu être quelqu'un d'autre ou autre chose que Pierre avec toutes ces pierres qui entourent votre vie? Mais certainement, c'est peut-être à cause de ça que j'essaie d'en faire, de changer de métier pratiquement tous les jours. Tenez, depuis avant-hier, je m'intéresse à la pisciculture. Donc là, je vais sur Internet, j'essaie de voir comment élever des poissons à l'échelle industrielle. Donc oui, j'aurais peut-être pu être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Un pêcheur. Oui, un pourquoi bon pas. Casamançais. Mais c'est peut-être je reviens à ma verte Casamance, Ouais. effectivement, pour faire de l'aquaculture. Alors, vous avez eu la chance de côtoyer les 4 présidents du Sénégal, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Lequel des 4 vous a le plus marqué en termes d'intérêt qu'il accorde à l'architecture? Sans aucun doute, et sans doute aucun, c'est le président Senghor. Parce que je me souviens, j'étais jeune architecte, quand je suis venu, il m'a accordé une audience, bien sûr, et je me souviens de sa première réflexion, Yalla Yalla Beisatol. Et depuis, nous ne nous sommes pas quittés. Il nous a inculqué d'abord le sens de la méthode, le sens de la rigueur. Je donne toujours cet exemple-là. Le président Senghor, j'étais alors président des architectes, m'a donné rendez-vous à 18h, un dimanche. Et à 13h, le palais m'appelle, Popongine m'appelle pour me dire, le président de la République vous demande de l'excuser, que le rendez-vous, ce n'est pas pour 18h, mais 18h30. Alors voyez-vous, c'est à partir de là que je pense j'ai acquis une certaine rigueur dans ce que je fais. Il y a également que, après une dispute très âpre, il m'a appris à respecter le domaine public maritime. C'est un fait divers que personne ne connaît. Je voulais en fait faire une maison en face d'une dame qui était son infirmière. Ici opposé, il m'a même écrit une lettre. Et quand j'ai lu la lettre, j'ai lu au fond, il a parfaitement raison. Le littoral, c'est pour tout le monde. Le domaine public maritime, justement, nous en parlons dans ce reportage que vous allez voir tout à l'heure. Des hôtels luxueux, de belles maisons. On n'aurait rien trouvé à redire si ces complexes immobiliers aménagés tout le long de la corniche ouest de Dakar n'obstruaient pas la belle vue de l'océan. Pour offrir au monde la plus belle corniche d'Afrique, il faudra sûrement repasser tant ces blocs de béton sont devenus des goulots qui étranglent le domaine public maritime. Un littoral en proie à des spéculateurs fonciers agissant sous le vernis d'une légalité qui déclassifie une loi préexistante qui jadis n'autorisait que des exploitations précaires et révocables. Résultat, plus ou très peu d'espace libre sur le DPM. Reportage Boubacar Kambeldien, Atanarba pour les images.
reste, le constat est amer. La vue de mer est quasi impossible par endroits. Le littoral n'est plus un domaine public maritime. Le sigle DPM demeure, mais il est devenu un domaine privé maritime. Ce que nous voyons là en face, regarde. Le diagnostic est dur. Au Sénégal, nous avons bradé notre littoral. Le Sénégalais qui est habitué à voyager dans le monde entier, qui a pourtant vu l'œuvre des autres, s'est débrouillé pour faire disparaître quasiment son littoral. C'est incompréhensible. Un domaine jadis propice à la pratique du sport de maintien, les inconditionnels du parcours sportif craignent pour leur passion et sollicitent l'arbitrage des autorités actuelles. Actuellement, entraîner. Beaucoup de jeunes ne peuvent plus faire du sport sur la corniche. À l'époque, on le faisait à la plage de Mermoz, mais aujourd'hui, tout est occupé. Il n'y a plus d'espace sportif là-bas. Il ne nous reste que la plage de l'Ifan ou presque. Ce domaine nous appartient, il est public, mais tout a été vendu. Il faut donc que le président Macky Sall prenne des mesures draconiennes et siffler une bonne fois pour toutes la fin de la récréation. Il y a certes une loi qui protège le DPM, mais elle est contournée par des dispositions légales. L'État serait donc le principal responsable de cette situation. Une loi de déclassification. Laquelle loi permet aujourd'hui de prendre les morceaux qu'on veut, d'en faire des titres privés et en toute discrétion de les donner à qui on veut. Ces terrains que vous voyez aujourd'hui ont des titres fonciers derrière. Les rares bénéficiaires de ce très juteux DPM sont le plus clair du temps des intouchables, notamment des barons des régimes qui se sont succédés au Sénégal ou tout simplement leurs protégés. Ils détiennent par devers eux donc des permis de construire en bonne et due forme délivrés par les services compétents du cadastre et des domaines. Malgré tout, il y a encore de la résistance pour sauvegarder ce qui peut encore l'être. Prenons le cas de la Nossi avec Karim qui voudrait implanter un abri sur la baie. On a vu des agents de la CDE venir sur la baie faire des maîtres, mais compte tenu de l'intervention rigoureuse que nous avions menée, ils ont reculé par rapport à ce projet. Le président Senghor était très rigoureux concernant la gestion du DPM. Abdou Diouf, lui, avait un peu desserré le boulon. Mais avec l'avènement des libéraux, les choses se sont accélérées, notamment avec les travaux de l'ANOCI. Le chef de l'État Macky Sall est aujourd'hui attendu au virage pour corriger toutes ces anomalies. Depuis que les travaux du comité avec l'État a démarré, on a vu comment des accélérations sont notées au niveau de certaines constructions pour imposer le fait accompli avec des surfacturations à la clé pour dire j'ai mis 500 millions, il faut me les rembourser pour décourager les démolitions éventuelles, etc. Voilà. Donc nous avons demandé une suspension de l'ensemble des travaux, de l'ensemble des autorisations, le temps de faire ces audits. On peut prendre notre temps pour faire des audits. S'il faut faire des exceptions, on les motive, on les discute et nous prenons les décisions. Notre invité, lui, est beaucoup plus catégorique. Raser tout et sans délai, en dépit des dispositions légales existantes. N'est-ce pas, M. Atepa? Votre réponse à la question de Campbell? Je pense qu'il a répondu. C'est pas que nous souhaitions être des radicaux. C'est parce que c'est la seule solution. Tout raser. Tout raser. On n'y arrivera pas. Mais il y a des faits accomplis que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons d'abord, je me réjouis personnellement et avec les gens qui m'accompagnent, auxquels il faut rendre un grand hommage parce que c'est des gens qui prennent de leur temps pour se battre pour la cité. Nous avons fait un rapport au gouvernement. Le gouvernement nous a invités, et c'est une première, parce que comme vous le savez, vous en connaissez l'histoire, hein, nous avons avec d'autres travaillé et manifesté pour qu'on casse le mur des Turcs, et à notre très grande surprise, le mur a été cassé. Mieux, le président de la République nous a invités à faire partie d'une commission gouvernementale.
ce qui est une première. Et nous venons de rendre le rapport que vous avez entre les mains, qui dit exactement ceci. Il faut que nous fassions tout pour que la vue de la mer puisse être préservée. Quid maintenant de ce qui est déjà là? Eh bien, nous pensons qu'il faut raser. Le problème, c'est que pratiquement tous ont des papiers, comme ils disent, légaux entre guillemets. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, si vous prenez du faux pour faire du vrai, le vrai que vous avez est absolument faux. Et nous avons commis des avocats pour, comme on dirait en anglais, challenger tout ce qui a été fait. Vous savez que la loi est très claire, mais la loi a introduit une disposition qui est, dont les gens ont abusé. La loi dit que le domaine public est inaliénable, mais il y a une disposition à l'article 19 qui dit qu'il peut être déclassifié. Et c'est là où, c'est par là que le venin est arrivé. L'État a déclassifié de manière abusive parce qu'il y a des raisons de déclassification, notamment des raisons d'intérêt national, pour ne pas dire de sécurité nationale, national security. Ça n'a pas été fait. On a déclassifié pour des causes d'intérêt strictement privées. Et nous disons à nos avocats, attaquer le mal à la racine, il faut que nous puissions démontrer que la déclassification a été abusive. Et si nous avons gain de cause, toutes les autorisations qui sont là peuvent être annulées. Mais mieux, nous avons discuté, puisque nous sommes dans le comité, nous avons dit au gouvernement, et plus précisément au président, voyons ce que nous pouvons faire ensemble. Il y a peut-être des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir, mais déjà en un premier temps, essayons de sauver ce qui peut être sauvé. Très bien. C'est là où nous en sommes. Alors, le public qui piaffe d'impatience, nous allons vous donner la parole. Nicolas Sawalo Cissé, vous avez le micro, vous êtes architecte, et puis Mokhtar Ba, tous les deux, vous faites partie de la Perle. La Perle, c'est donc la plateforme qui lutte pour la préservation du littoral. Nicolas Sawalo Cissé. Et sa récupération. Très bien. Je vous remercie, Mamoudou. Et chers confrères, merci de m'avoir convié à ce petit rendez-vous, qui est un grand rendez-vous. Merci aussi à M. Ba, Mokhtar, qui aujourd'hui travaille pour un autre Sénégal. La corniche de Dakar. Voilà 25 kilomètres de plein pied sur la mer, avec un environnement qui a un caractère rocheux et qui a du caractère. Un des plus bels endroits dans le monde, un endroit imprenable et qui très tôt dans l'histoire de l'humanité a été signalé. Cette corniche de Dakar est pour nous Sénégalais ce que les Champs-Élysées sont pour la France. Si aujourd'hui on dit Paris a ses Champs-Élysées, alors Dakar a sa corniche. Mais Dakar n'est pas comme Paris, malheureusement. Heureusement, vous le souhaitez l'autre. Heureusement que nous ne sommes pas comme Paris. Chaque continent, chaque peuple et chaque pays a reçu de notre Seigneur un don. Ce don est différent pour tout le monde. C'est dans la diversité que nous nous exprimons. Nous ne sommes pas comme Paris. Nous sommes différents de Paris. Mais nous avons les mêmes valeurs que Paris. Elle l'expose par les Champs-Élysées, nous l'exposons par la corniche. Or, cette corniche, si aujourd'hui nous faisions un petit effort, elle pourrait être un détonateur de croissance et un multiplicateur de richesse. Il faut tout simplement qu'on puisse y marcher, pas à pas. Et là, sur 25 kilomètres, pourrait s'exprimer en chalandise tout le génie de notre peuple. On pourrait y trouver d'abord
nos chausseurs. On pourrait y trouver ceux qui font nos vêtements. On pourrait y trouver nos artistes. On pourrait y trouver des musées sous-marins. On pourrait y trouver des métiers du cadre de vie. On pourrait y trouver des métiers aquacoles. On pourrait y trouver une promenade. Parce que Dakar est avant tout une grande promenade. Il y a un oubli fondamental et je crois que si on doit aujourd'hui parler d'émergence au Sénégal, il n'y en a qu'une, et je le répète, c'est la corniche de Dakar. Alors ce que dit monsieur Goudiaby, confrère que nous apprécions tous, qui travaille depuis si longues années, et monsieur Ba ici présent qui lutte. Alors je voudrais vous remercier monsieur Ba, parce que des personnes comme vous, il en faudrait, peut-être que je dois vous passer la parole. Ben voilà. Très bien. Pas merci et c'est gentil. Mokhtar Ba. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Par mon métier, d'abord dans les relations sans doute personnelles, et je l'ai conseillé dans les finances et tout ça. Ça, c'est mon métier. Je crois louper ma vocation d'après ce qu'on me dit. J'aurais dû être moi-même un architecte. Je me suis débrouillé pour être un expert comptable. Mais je suis en train de m'en décrocher. Des mots. Vous avez parlé de Senghor. Il a parlé des autres pays. Je vois la porte du millénaire ici. Tous ces sujets-là. D'abord, en ce qui concerne Pierre, puisque c'est lui qui est invité aujourd'hui. Donc, il y a un côté personnel probablement. Quand j'ai été élu président de la plateforme, c'était pour être une plateforme de défense du littoral. Je dis, mais on va défendre quoi? Ils ont tout pris. On a tout bradé. On a tout démoli. C'est la réappropriation. Ah, ça, je suis d'accord. Chaque fois que je vais chercher quelqu'un, oui, Mokhtar, mais tu es avec Pierre. Je dis oui, et alors Pierre, mais est-ce qu'il n'est pas concerné lui-même? Je suis allé le voir, je lui ai dit, tu es un ami, il faut que tu me donnes les coups des franches. Il faut que Pierre m'explique. Qu'est-ce qu'on te reproche? Ce n'est pas possible. Quoi qu'il aura à cette occasion. Pour ma part, j'ai répondu, j'ai dit, est-ce que vous imaginez si la porte du millénaire n'avait pas été là? Qu'est-ce qui se serait passé? Il n'y aurait rien. Alors, il a une photo ou un film chez lui qui montre quelque chose dont je ne peux pas parler aujourd'hui. C'est ça qui aurait été là. Qu'il y ait un Sénégalais dynamique qui anticipe ce dont on a besoin. Parce que quand on parle d'émergence, là, c'est d'autres domaines, mais qui touchent les nôtres aussi. Mais ce Sénégalais-là, tel qu'il existe aujourd'hui, il ne peut pas être émergent, c'est pas possible. Il n'est pas cadré. Il est même sur le plan de la religion, c'est son chapelet, son caftan et la Mecque. Donc, je lui dis, mais Pierre, celui-là, s'il vient anticiper en disant, bon, je vais moi-même prendre une terre, je vais y faire des choses, ah là, voilà, il a démontré. Rapidement, Senghor. Lorsque Senghor disait, Dakar sera comme Paris, mais il le fondait sur quelque chose de réel. C'était l'atout littoral. C'était l'architecture néo-soudanaise. C'était l'école d'architecture d'où ils sont, d'où ils viennent, eux. C'est aujourd'hui, comme image, c'est le CICES. Tout le monde a vu le système architectural triangulaire. C'est peut-être ça qui aurait dû être notre aéroport, ce style. D'ailleurs, dans la Perle, j'ai créé une commission que j'appelle Politique nationale de l'architecture et qui devrait travailler dans ce sens-là. Il y a un certain nombre de points. Le benchmarking, rapidement. Oui, très rapidement. Quand nous avons démarré notre travail avec le gouvernement, mais on a été voir l'œuvre des autres. Dans notre religion, pour ceux qui sont de ma religion musulmane, on dit allez jusqu'en Chine chercher le savoir. C'est ce qu'on a fait. On a été partout, l'Europe, l'Espagne. L'Espagne, on y a pris la réappropriation du littoral. Ils ont une loi de réappropriation du littoral. La Turquie, sur 30 km à Istanbul, vous n'avez rien. Vous vous baladez, vous mangez, vous n'avez rien. On n'ose pas y faire quelque chose. A fortiori, une maison, etc. Et plus proche de nous, le Maroc et la Tunisie. Le Maroc, 3 milliards de dollars sur 11 km, qui est une des indications économiques les plus nettes, parce que quand on met 3 milliards de dollars sur 11 km, lui, il parlait de 25 km, là, il y a une signification. Très bien. Mokhtar Ba, vous aurez l'occasion de reprendre la parole. J'aimerais bien la donner à monsieur le député Cheikh Oumar Sy. C'est vous, justement, qui votez les lois, et il y a la loi qui est mise en cause. Merci, monsieur Mamoudi Blakan, pour l'invitation.
Et je félicite M. Pierre Goudiaby, qui est quand même, comme son nom l'indique maintenant, une architecture sûre au Sénégal, par ce qu'il a fait et qu'il a démontré aussi au niveau international les compétences sénégalaises, et c'est un excellent ambassadeur. Je pense que le combat que nous menons aujourd'hui avec le littoral, c'est un combat qu'eux-mêmes ils ont mené avant que moi-même je sois à l'Assemblée nationale. Et ce qui a surtout attiré mon attention, c'est que la loi sur le littoral n'a jamais été votée. Donc on a le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement. Et dès le début, on a fait notre leitmotiv pour voir en sorte que les deux lois, c'est-à-dire la loi sur le littoral et la loi sur les déchets plastiques, que ces lois-là soient votées. Malheureusement, le gouvernement traîne et on n'a pas de justification. C'est pourquoi la loi n'arrive pas à l'Assemblée nationale. Malgré le fait qu'on s'est battu, l'histoire de la Turquie, moi-même j'ai été emprisonné et il y a eu tout un débat après avec la commission, même avec le président de la République, pour les mesures à prendre. Avec M. Ba, on a travaillé là-dessus. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que le gouvernement n'apprécie pas à sa juste valeur l'importance du littoral. Et le drame, c'est que ça continue, les gens sont en train de faire une course contre la montre avant même que la loi sur le littoral n'arrive à l'Assemblée nationale. Ce qui est en danger. Pourquoi? Parce que depuis 12 ans, il y a eu la prédation sur le littoral. Et ça a eu un surcoût sur notre vie, ça a eu un surcoût sur nos activités, même touristiques, et tout ce qui se passe parce que le coût de la vie ne s'est pas renchéri au Sénégal ex nihilo. Il y a eu des facteurs. Et l'un des facteurs principaux aujourd'hui, c'est le foncier. La concurrence sur le foncier est devenue telle que, même si je suis maintenant un investisseur de l'extérieur, et je veux aujourd'hui venir au Sénégal investir, le premier coût que je considère, c'est la location. Et un plateau au Sénégal, ça coûte à peu près au minimum 750 millions à 1 million, 1 million 200. Vous allez au Cap-Vert ou au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, vous avez pour le même plateau, le coût c'est 500 000 ou 400 000. Donc un problème de compétition là se pose. Deuxièmement, le coût, les surtaxes sur les billets d'avion, ça décourage. Donc il y a des impacts économiques sur le foncier, mais aussi sur le littoral. Je crois que M. Cissé l'a si bien dit. L'émergence aujourd'hui pour nous au Sénégal, c'est de pouvoir utiliser intelligemment le littoral pour construire une économie assez solide. Mais là où le bas blesse surtout, c'est que l'administration a participé à ce que cette prédation ait lieu. Quand vous regardez le rapport de l'IGA à la page 67, toutes les violations viennent de l'administration. Ce n'est pas nous qui écrivons les lois, c'est le gouvernement qui propose, mais c'est ceux qui aujourd'hui ont écrit ces lois-là qui montrent, comme il l'a dit dans l'article 19, là où il y a les failles pour permettre aux gens de pouvoir entrer dans ces failles-là et disposer du foncier sur le domaine maritime. Et c'est dramatique. Très bien. Alors, Pierre Atepa ou Pierre Goudiaby Atepa, avant que vous ne répondiez aux différentes interpellations et contributions, vous me permettez de diffuser à l'attention de nos téléspectateurs ce sujet sur les œuvres, vos œuvres Atepa, des réalisations à votre actif, on en trouve un peu partout au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde. Votre combat, on l'a dit, c'est la préservation du littoral, c'est la beauté du paysage qui nous entoure. Nous allons suivre ce reportage de Ibrahima Kane avec Mardia. Parmi les réalisations de Pierre Goudiaby Atepa, la porte du millénaire, la place du souvenir sur la corniche ouest, sans oublier bien sûr le monument de la Renaissance africaine. Cette œuvre architecturale qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. La liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, l'expertise de l'homme est sollicitée à travers le monde, notamment en Afrique. Sur ces images, 2 projets phares, au Tchad et au Mali. La corniche ouest à Dakar, ce littoral, Pierre Goudiaby Atepa y tient comme à la prunelle de ses yeux. Tout ce qu'il souhaite,
l'aménagement de cet espace au profit du grand public sénégalais. Une ancienne carrière qui a été donnée par les autorités administratives à des gens qui veulent faire un programme privé des HLM, mixta pour ne pas les nommer. Et on leur a donné ça. Vous croyez que c'est normal qu'on donne un espace public à du privé? Et ils devaient faire ici, je ne sais pas combien de logements, leur panneau est là-bas, vous pouvez le voir. Nous nous y sommes opposés avec SOS Littoral et qui est devenu maintenant la Perle. L'homme dénonçait également l'occupation anarchique notée sur la corniche. Nous avons souhaité que les artistes puissent venir s'installer ici. Nous avions souhaité à un moment travailler avec la mairie du Point E et de Fan pour qu'on puisse leur aménager un espace à cet effet. Mais voyez-vous, comme ça se passe souvent, vous avez des menuiseries qui viennent s'installer et qui vous détruisent tout le fond de ce que nous voulions faire. Donc je pense qu'il est temps qu'on se batte contre l'occupation anarchique. Autre endroit sur le littoral, même décor. Des constructions à 2 jets de la mer, tout le sens du combat que mène l'architecte. Vous êtes devant le cas typique de violation des lois de ce pays. La loi dit qu'on ne peut pas construire sur le littoral. Non seulement ils ont construit sur le littoral, mais ils sont allés jusqu'à la plage. Et la loi dit qu'il ne faut rien faire jusqu'à 100 mètres des hautes eaux. Ça, c'est un. Mais pire que ça, ils ont construit avec des documents totalement falsifiés. Et si je mens, qu'on m'amène au tribunal. Nous demandons à la Perle et à SOS Littoral purement et simplement que cet hôtel-là soit détruit. Et que, bien sûr, les autres clôtures qui nous empêchent de voir la mer puissent avoir le même sort. Le gouvernement a décidé de nous accompagner dans cette lutte. C'est la raison pour laquelle, et nous nous en félicitons, il y a un groupe qui a été constitué autour du ministre des Finances et du ministre du Budget pour que nous revoyions tout ça. Pierre Goudiaby Atepa affiche détermination à mener le combat jusqu'au bout pour voir enfin le domaine public maritime aménagé, et ce, au grand profit des populations sénégalaises. D'abord, avant de revenir aux interventions du public, quel hôtel doit être détruit? C'est le virage, nous le disons. Pour la petite histoire, nous avons eu, il faut que tout le monde le sache, 12 000 signatures qui demandent la démolition de cet hôtel-là. D'abord, il n'est pas le seul quand même. Oui, mais c'est le plus flagrant. On ne peut pas tout faire en même temps, mais nous allons y aller par étapes. Celui-là plus particulièrement, parce que depuis les fondations, avec les amis que vous avez cités tout à l'heure, nous nous sommes opposés à sa construction. Il construisait de nuit et, encore une fois, il a des documents parfaitement, j'allais dire, légaux, mais qui, encore une fois, sont faits à partir de faux. Vous croyez que c'est normal, Mohamedou? Quand vous arrivez à Dakar, la première chose que vous voyez, au lieu de voir la mer dans sa splendeur, vous voyez cet hôtel-là qui n'a pas à être là. Donc ça, c'est le cas le plus flagrant. Il y en a d'autres. Ce que nous avons souhaité, et je dois dire que j'en ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec les autorités, c'est que toutes les clôtures entre l'aéroport et j'allais dire, et le Palais de la République, parce que je me souviens d'un article que j'ai écrit il y a 30 ans, où je disais que vous alliez arriver à l'aéroport de Dakar, vous allez aller jusqu'au palais, vous ne verrez pas la mer. Alors donc, notre premier combat avec nos amis, c'est de voir que d'abord les clôtures puissent être enlevées. Il y a également que nous avons des amis qui sont en train de construire sur les trottoirs. Vous vous souvenez d'une bagarre que j'ai menée parce qu'il y a une dame, pour ne pas la nommer, qui voulait construire sur un rond-point. On en est arrivé là, sur un rond-point. Alors, nous, notre combat, c'est quoi? Un, cet hôtel-là, l'hôtel du virage. Et nous avons pris des avocats à cet effet. Nous avons eu 12 000 signatures en 3 jours. Nous avons pris des avocats. Tôt ou tard, il faudra qu'ils partent. Parce que c'est le cas le plus flagrant. Il y en a d'autres. Pour le moment, les autres, c'est quoi? C'est des clôtures qu'il faut casser.
Il y a des problèmes de sécurité. Nous avons montré à l'autorité comment, avec des aménagements architecturaux, on pouvait régler le problème de sécurité. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que oui, les autorités sont d'accord avec nous. Mais Cheikh Oumar Sy, pour répondre à ce que vient de dire le député Cheikh Oumar Sy, tout cela est fait avec la complicité de l'administration. C'est là, d'abord, je veux saluer au passage l'honorable député qui a accepté d'aller en prison. Il a été arrêté et mis en prison à cause de ce combat-là. Donc, ce qu'il a dit est vrai. En fait, c'est une affaire de gros sous. Je vais vous donner un exemple. Pour ne pas le nommer, et j'aime bien nommer parce que tant qu'on sera dans le masla, on ne pourra pas s'en sortir. Je prends le cas de Terroubi. Le Terroubi prend 12 000 mètres carrés, un bail. Il le transforme en titre foncier. Il va avoir une demi-douzaine de banques. Il lève 13 milliards de francs CFA. 13 milliards de francs CFA, nous avons les papiers. Alors, comment peut-on admettre qu'un privé puisse prendre la plage des enfants, là où s'amusaient nos enfants, pour l'hypothéquer, pour lever 13 milliards, et tout le monde regarde, parce qu'il y a énormément de complicité. Et l'honorable député a parfaitement raison. Mokhtar le disait tout à l'heure, si vous prenez la corniche, vous avez affaire à des centaines et des centaines de milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour que, encore une fois, la corniche puisse appartenir à tout le monde. C'est très simple. Et tout cela, c'est l'élite. Mais bien sûr que c'est l'élite. C'est l'élite et les fonctionnaires. Il y a certains fonctionnaires. Le paysan de Bokidiavé ou de Baïla, votre village en Casamance. Tout à fait. C'est l'élite et certains fonctionnaires. Je dois là dire qu'il y a quand même des fonctionnaires très patriotes. Parce que tous les éléments que nous avons là, c'est des agents qui nous les donnent. Parce qu'ils sont aussi écœurés que nous de voir comment on dilapide le bien public. Donc oui, c'est l'élite. Vous avez vu la fameuse liste des gens qui ont bénéficié des terrains. Il y en a qui l'ont rendu. Et je donne toujours cet exemple-là. Permettez-moi de revenir là-dessus. Tout le monde connaît l'histoire. Le président a donné un terrain à un khalife général. Je suis allé très respectueusement expliquer au khalife général. Je lui ai expliqué ce que c'était le bien public, ce qu'était le DPN. Le président Wade. Oui, tout à fait. L'ancien président. L'ancien président. J'ai expliqué et le khalife, paix à son âme, m'a dit, écoutez, Goudiaby, c'est vous qui avez raison. Ce qui doit revenir au public doit revenir au public. On ne m'avait pas expliqué. Je vous le rends vraiment et je vais demander à un de mes talibés de faire un terrain de basket là-dessus pour que les jeunes puissent venir. Alors, si on a pu faire ça avec le grand khalife général des Mourides, mais pourquoi laissons-nous d'autres personnes? C'est une question de volonté, de courage politique. C'est tout ça, c'est la volonté. Et vous pensez que le président actuel ira dans ce sens? Vous lui avez remis votre rapport, le président Macky Sall. Je ne dis même pas qu'il ira, il nous a promis qu'il ira dans notre sens. Vous étiez là, vous l'avez filmé, quand il a dit devant tout le monde qu'il allait demander aux Terroubi de s'arrêter là où ils sont, pour prendre cet exemple-là, hein, de s'arrêter, et qu'il allait leur demander de restituer la plage. On n'en est pas encore là. Le process est en train de se dérouler et nous espérons qu'effectivement, qu'il aura la fermeté de demander à ce que petit à petit, le domaine public puisse être restitué. Il y a un autre exemple que je lui ai signalé il y a 3 jours. On était ensemble il y a 3 jours et je lui ai dit, en face du Radisson, il y a une de nos sœurs qui est en train de construire un bâtiment pratiquement sur le trottoir de la Corniche. Ça fait au moins 5 fois qu'on arrête ce chantier-là. Mais de nuit, et puis, bon, ils ont toujours les papiers qu'il faut pour continuer. Alors, avant de nous dire ce qu'on vous reproche, Mokhtar Ba l'a effleuré tout à l'heure, est-ce que vous partagez le point de vue de Nicolas Cissé qui dit point d'émergence sans qu'on ait réglé ces problèmes-là que nous rencontrons aujourd'hui sur le littoral, qui n'est pas que Dakar d'ailleurs. Je pense que nous avons un littoral de près de 650 km.
au Sénégal. Mais ce qu'a dit mon collègue, ami et j'allais dire ex-élève est tout à fait vrai. Il y va. D'abord, c'est un comportement citoyen. Ku ñu jox terrain ci corniche bi yaa ko war a jëkk a bañ. Deviez dire non. Deuxièmement, effectivement, si nous avions aménagé cette corniche-là comme nous aurions dû le faire, mais Dakar serait la vitrine mondiale, une vitrine mondiale. Mais actuellement, regardez ce qui se passe. Donc, c'est un bien que nous sommes en train de dilapider. Et j'en appelle vraiment à la conscience citoyenne des uns et des autres, pour que ceux qui ont un lopin de terrain ou qu'ils puissent le céder aux populations. Alors, Maktar m'a égratigné l'autre jour. Il est venu au bureau, il m'a dit « Oui, mais Pierre, moi j'ai un problème. Les gens se demandent si tu n'as rien sur la corniche. » Je dis « Mais comment je peux mener cette J'allais vous poser la question. Comment je peux... Mais attendez, comment Vraiment, je peux... vous jurez? Mais c'est même pas, je n'ai même pas à jurer, parce que vous savez que les papiers sont là, que les gens aillent vérifier, qu'ils aillent vérifier. J'ai fait, la première chose que j'ai faite, la porte du millénaire est là. J'ai essayé de démontrer, et c'est un projet... Elle n'est quand même plus belle, hein? On l'a vu, oui, là. parce qu'on ne l'a pas entretenue, Ouais. mais ça c'est un autre débat. Ouais. Ce qui est important, c'est que en offrant ce monument-là à la ville de Dakar, j'avais voulu démontrer comment on pouvait aménager la corniche. Encore une fois, nous ne disons pas à la Perle qu'il ne faille rien faire sur la corniche. Nous disons qu'il faut un aménagement concerté. Nous disons qu'il faut travailler avec les municipalités et d'autres pour voir comment aménager de manière intelligente et de manière à sauvegarder la vue de la mer. C'est le principe fondamental. Alors, encore une fois, pour répondre à votre question, oui. Non, nous n'avons rien. Mais vous n'avez rien. Écoutez, nous, tout ce que nous avons, comme dirait l'autre, nous l'avons eu à la sueur de notre front. Et sur la corniche, croyez-moi, ce serait aberrant. Très bien. On vérifiera, surtout nos confrères Ahmad Kane et Idrissa Sané qui sont là, qui auront à prendre la parole tout à l'heure. Mais je vais donner la parole à Amadou Kanouté qui se cache là, de la SICODEF. Je vous donne la parole parce qu'il y a le forum foncier mondial qui aura lieu bientôt à Dakar au mois de mai. Et il y a une réforme en vue du foncier, une commission nationale présidée par le professeur Moustapha Souran. Amadou Kanouté. Je vous remercie, Mamoudou. Bonjour à M. Goudiaby. J'aurais tant aimé avoir le bagou, le charisme et la candeur de langage de M. Goudiaby à nos côtés dans la bataille qu'il est en train de mener pour préserver la vue de la mer et dans notre bataille pour préserver la vie des paysans. Et c'est à cet effet que se tient le Forum foncier mondial au mois de mai, qui va regrouper quelques 400 participants qui viennent de l'extérieur et qui vont se joindre ici à quelques 200 Sénégalais. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un processus de réforme foncière qui est en cours, mené par le président de la commission, Moustapha Souran. Et je dois avouer que l'approche qui est prise par le président de la commission recoupe beaucoup ce que nous en attendons, nous. Une approche inclusive, une approche transparente, une approche consensuelle. Et c'est d'ailleurs à cet égard que nous avons pensé qu'il pouvait être le président de la Commission nationale d'organisation de ce Forum foncier mondial, ce qu'il a bien voulu accepter. Mais ça pose l'autre question, qui est de dire comment pouvons-nous, pendant qu'on se bat sur des questions aussi fondamentales, qui sont, et vous l'avez dit, une question aujourd'hui citoyenne, comment pouvons-nous transférer cette bataille citoyenne pour nous assurer que nous pouvons aussi assurer notre sécurité alimentaire,
la sécurisation des paysans dans les terres sur lesquelles ils travaillent. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que de l'an 2000 à 2010, Mamoudou, quelques 650 000 hectares de terres ont été donnés à 17 privés nationaux et étrangers dans ce pays. Cela représente quelques 16% des terres cultivables de ce pays. Ça n'est pas durable, ça n'est pas vivable. Et c'est pourquoi je serais très intéressé à entendre M. Goudiaby sous une perspective purement citoyenne, en plus de l'architecte. Quelles seraient ces propositions pour qu'on puisse aller vers une réforme foncière qui prenne en compte les besoins de ces paysans, les besoins exprimés par les pouvoirs publics d'aller vers la sécurisation foncière et la sécurité alimentaire et le développement de ce pays en général. Merci. Pierre Goudiaby. Bien, je crois que cette question est non seulement importante, elle est fondamentale pour le développement de notre pays. Ceci dit, il faut bien réfléchir et bien étudier la question. C'est vrai qu'il n'est pas question que les terres de nos ancêtres, les terres de nos parents, de nos valeureux cultivateurs puissent être bradées et données à des gens, j'allais dire, extérieurs. Aucun pays qui se respecte ne doit accepter cela. Seulement voilà, si vous voulez qu'on développe ce pays-là, il faut que nous nous organisions pour, un, garantir la sécurité des gens qui travaillent la terre, mais deux, organiser des mécanismes qui permettent la mise en valeur de ces terres-là et qui permettent l'investissement extérieur. Ce n'est pas une chose facile, c'est une chose extrêmement difficile. Avant-hier, par exemple, je vous donne un exemple et c'est bien que vous ayez posé cette question-là. Vous savez que nous voulons aller vers une multiplication par 10 à peu près de notre tonnage d'anacardier. Donc, il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont disponibles pour cela. Qu'est-ce que nous devons faire pour que les terres qui seront mises à disposition et qui pourraient être mises à disposition puissent constituer des garanties, parce que personne ne donne d'argent sans garantie. Et justement, d'ailleurs, c'est l'occasion de donner un chiffre du président de la commission, justement de la réforme foncière, qui dit que 95% des terres n'appartiennent ni à l'État ni aux populations, mais au domaine national. L'État ne possède que les 5% restants. Selon le professeur Moustapha Souran, il faut donc faire un effort pour que chaque citoyen sénégalais dispose d'un titre qui lui offrira la possibilité d'obtenir un prêt auprès d'une banque. Mais alors, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça, et je pense qu'avec les intelligences que nous avons avec tous nos experts, je suis sûr que nous pouvons trouver les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est mon avis. Hein. Quand on a parlé de ce problème d'anacar, c'est des milliards et des milliards. Qu'est-ce que nous devons faire pour organiser l'épargne publique? Vous savez, Mamadou, c'est bien Mamoudou. Mamoudou, voilà, Mamoudou. C'est comme votre Ndiogu Dien. Vous savez, je pense que tant qu'on n'aura pas organisé l'épargne publique, en d'autres termes, prenons cet exemple-là de l'anacarde, ou de la pisciculture dont j'aimerais bien parler tout à l'heure. Pourquoi ne pas organiser les gens, les paysans, dans des sociétés où mon chauffeur, s'il a 500 000 francs à mettre, puisse mettre ces 500 000 francs et qu'il sache, et c'est le plus important, que dans 3 ans, ces 500 000 francs vont lui rapporter 3 millions. Il y va de même pour nos valeureux, j'espère qu'on parlera du livre tout à l'heure et qu'on parlera de ce que j'ai appelé l'or gris de la diaspora. Comment organiser toute la diaspora sénégalaise qui ne demande qu'à investir? Malheureusement, puisqu'on ne leur donne pas des concepts nouveaux, le monde a changé. Il faut que nous réfléchissions, qu'on oublie tous les... je ne sais pas moi, les modèles antérieurs. Nous sommes à l'heure d'Internet. Vous
Vous savez, encore une fois, depuis 3 jours, je ne fais que de l'aquaculture. Et croyez-moi, en 3 jours, j'en ai appris beaucoup. Alors, pourquoi ne pas organiser les gens pour que l'épargne publique, aujourd'hui, si on décidait de mettre 100 milliards, et c'est possible, dans l'anacarde, et que vous puissiez mettre 100 000 francs, 1 million pour dire « je participe », parce que je sais que dans 3 ans, encore une fois, j'aurai 3 millions. C'est ça. Et que, encore une fois, comme il l'a souligné tout à l'heure, la terre n'appartient à personne. On peut trouver des mécanismes qui nous permettent de gérer la terre, de créer de la richesse. Tant que vous n'aurez pas créé de la richesse, vous ne pourrez pas créer les emplois dont nous avons tant besoin. Alors, effectivement, il faut sauvegarder, sauver l'intérêt des cultivateurs. Je suis moi-même issu d'une famille de cultivateurs, vous le savez bien. Hein? Pour la petite histoire, une des raisons pour lesquelles j'ai un peu réussi à l'école, c'est parce que mon père me disait « si tu fais pas bien, tu vas prendre le kadiandou » et puisque c'est très dur et que je suis parfois un peu paresseux, j'ai tout fait pour étudier. Alors donc, encore une fois, je suis d'accord avec vous. Mais il faut que nous créions des mécanismes nouveaux pour prendre en compte ça. Ce que vous avez dit, c'est peut-être dans le plan Sénégal émergent que je n'ai pas tout lu, mais c'est peut-être la question fondamentale qu'il faut poser. Mais encore une fois, c'est les intelligences qui vont nous aider à régler ce problème. Ne restons pas dans des schémas déjà préétablis, oui, il faut ça, il faut ça. Non, il faut tout réinventer. Très bien. Je vais donner la parole à mes confrères Ahmad Khan et Idrissa Sané qui doivent être là présents. Oui, Ahmad Khan, juste derrière vous, du journal Le Quotidien. Je peux me lever? Oui, c'est comme vous voulez. Merci Mamoudou et merci M. Atepa. Moi j'ai 2 questions, c'est l'une sur la Casamance et l'autre sur le littoral. D'abord, je commence par le littoral. C'est une actualité, hein, le procès pour enrichissement illicite présumé. Beaucoup croient que c'est un procès de l'administration sénégalaise de façon générale, puisqu'on a tout à l'heure parlé de complicité de l'administration. Aujourd'hui, vous vous intéressez à la corniche ouest, qui n'est pas justement seulement le littoral, comme Mamoudou l'a rappelé. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que dans ce procès, on a dû dire qu'un terrain a été attribué, non pas par l'administration, en fait, de l'orthodoxie administrative, de façon administrative, mais plutôt par un président. Et apparemment, c'est aujourd'hui l'exemple de ce qu'on a dû appeler le mur de la honte. Même l'ambassade de Turquie a dit que c'est le président Wade qui avait attribué ce terrain. Qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, c'est une question de fond. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui cette complicité administrative qui fait qu'il y a certaines dérives, aussi bien pour le littoral sur la corniche ouest et autres? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport à la Casamance. Vous permettez que je réponde à la première d'abord? Oui, oui. Après, vous reprenez le micro, oui. Voilà. Je pense que nous l'avons dit et nous l'avons répété. Quand je suis allé voir, je vous donne cet exemple-là encore, parce que pour moi, ça devrait faire jurisprudence. J'ai vu le calife, paix à son âme, je lui ai dit, ouais, papa, qui l'a mis terrain bi momuko, président de la République moloko, momwaye momuko, askanbe comment. C'est exactement ce que vous dites. Il faut, et je vous ai donné le mécanisme, je vous ai décrit le mécanisme. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires, pour ne pas en dire plus. C'est entre eux que ça se passe. Comme il disait tout à l'heure, ce n'est pas mon oncle de Baïla qui en bénéficie. C'est une complicité, c'est de l'enrichissement illicite. Et vous l'avez dit dans votre rapport. Absolument, nous l'avons dit. Oui. Nous l'avons dit, les amis sont là. C'est de l'enrichissement illicite. Et c'est pour cela que nous demandons à ce qu'on révise pratiquement toutes ces On risque de attributions. poursuivre beaucoup de gens. Hein. Vous comprenez, c'est pour cela qu'on a pris N'est-ce des pas? avocats. On risque de poursuivre beaucoup de gens. Ah oui, non, mais écoutez, vous allez être surpris. Nous avons les listes, nous allons taire les noms, mais vous allez être surpris et édifiés. Vous allez être surpris et édifiés. Donc, effectivement, et c'est pour cela que nous demandons que cette bagarre-là, et j'en appelle encore à la vigilance de mon ami Si, le député, oui, pour que l'Assemblée nationale ait ce fameux Conseil économique, social et environnemental que nous ne voyons nulle part. C'était à eux de s'approprier. On les a écrits, nous leur avons écrit, nous avons écrit au Conseil économique, social
et environnementale, et ils ne nous ont jamais répondu. C'est à eux de prendre ces dossiers-là. Et c'est là où je me réjouis de ce que des gens comme vous, des structures comme la vôtre, mettent les problèmes qui intéressent les Sénégalais au cœur de ce qui doit être discuté. Comment pouvez-vous imaginer, Mohamedou, que ce conseil-là, et ils sont payés, ils sont bien payés, malgré tout ce que nous avons fait, ils ne nous ont jamais invités pour nous interroger comme vous êtes en train de le faire. Pourtant, le chef de l'État lui-même s'est déplacé. Et c'est un problème quand même national. Donc je les interpelle. Encore une fois, peut-être que là-dedans, il y a également beaucoup de gens qui ont des terrains sur la corniche. Je n'en dirai pas plus. Très bien. Ahmad, peut-être votre question sur la Casamance et sur le processus de paix. Oui, on va aborder le sujet tout à l'heure. Peut-être on donne le micro à Idrissa Sané du Soleil. Merci beaucoup, Mamadou Ibrahima Kane, de m'avoir invité à cette émission. Je salue aussi M. Goudiaby Atepa pour le combat qu'il mène pour sauvegarder notre côte. J'aimerais poser au moins deux questions à M. Goudiaby Atepa. Vous avez mené le combat pour sauvegarder notre côte. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à porter le combat pour qu'on révise les textes? Parce qu'il y a jusqu'à présent une presse qui est là. Et je viens d'entendre l'honorable député dire qu'il n'y a pas jusqu'à présent, le texte n'a pas encore été voté. L'autre question que j'aimerais vous poser, aujourd'hui aussi, la côte, c'est jusqu'à Ziguinchor. On va près à Hambourg, par exemple, ou bien à Touab-Dialaw, les gens aussi continuent à occuper. Est-ce que vous allez aussi mener des actions dans ce sens? C'est ça. Que la lutte ne se limite pas seulement à Dakar. Bien. Je vais commencer par la dernière question. Il faut bien commencer quelque part. Mais vous ne le savez peut-être pas, dans notre plateforme, nous gérons beaucoup d'intérêts, des intérêts divers. Là, par exemple, nous nous battons pour la sauvegarde de la côte du phare des Mamelles. Nous nous battons pour Diamaguène. Vous vous souvenez que j'ai amené l'ancien président Wade sur place. Et là également, il y a des gens qui ont des titres fonciers sur l'eau. Donc, c'est une bagarre globale et générale, mais il faut bien commencer quelque part. La première question avait trait, rappelez-moi. À la loi. Alors, la loi, l'honorable député l'a dit tout à l'heure. Et il a dit quelque chose d'intéressant, le cher Oumar Sy, c'est que certains, réalisant que la loi va être bientôt votée, sont en train de se livrer à une course contre la montre. Oui, donc tout à fait, justement, et c'est là où je voulais en venir, pour nous mettre devant le fait accompli. Vous comprenez, pour ne pas nommer une dame pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et de sympathie et d'admiration, les gens travaillent nuitamment pour que d'ici quelques mois, on dise « Ah bon, ça c'est terminé, on ne peut pas le casser ». C'est pour cela que nous souhaitons, et honorable député, c'est bien que vous soyez là, qu'il y ait un effet rétroactif, qu'on ne nous dise pas que le virage est déjà fait, qu'on ne nous dise pas que le Terroubi a déjà pris la plage, qu'on ne nous dise pas XXXX, qu'on dise que c'est rétroactif et qu'on va tout casser. Tout casser. Mais est-ce que c'est... Le mal n'est pas déjà fait aujourd'hui, Pierre Goudiaby Atepa. Est-ce qu'il n'y a pas de solution plus réaliste? Il n'y a pas de solution plus réaliste, mon cher Mohamedoun, parce que il ne faut pas que nous pensions que la vie d'une ville, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est 50 ans. C'est beaucoup plus que ça. Et je n'aimerais pas, nous ne serons pas là, dans une centaine d'années, que nos arrière-petits-enfants ne voient pas la mer. Or, si nous prenons la décision aujourd'hui, croyez-moi, dans 30 ans, on ne sera certainement pas là. Mais les gens verront la mer parce qu'ils verront, ils auront vu qu'on a cassé ce qui ne devait pas être construit. Et encore une fois, le problème de nous les humains, c'est que nous oublions que nous sommes de passage et qu'il faut qu'on laisse quelque chose à ceux qui vont venir après, qui n'ont même pas encore été conçus. C'est ça la vie d'une nation. Alors oui, nous souhaitons que tout ce qui ne permet pas de voir au moins 60% de la mer puisse être détruit. Je dis 60%, pourquoi?
Parce qu'il faut également savoir raison garder. Nous ne disons pas qu'il faille tout raser. Nous avons dit, et comme dit mon ami Mokhtar, nous sommes une force de proposition. Nous voulons une concertation la plus large possible pour que nous voyions comment sauvegarder l'essentiel. Oui, et vous dites dans votre rapport que les ressources générées par une exploitation plus judicieuse de la corniche peuvent permettre d'indemniser tout simplement ces gens qui devront quitter. Mais attendez, écoutez, vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas des inventions. Nous avons des papiers avec Keïtu War sur 1 hectare, un hôtelier a levé 13 milliards. Donc, calculez le nombre d'hectares qu'il y a sur la corniche. Nous pouvons effectivement indemniser tout le monde, tout ce qui gêne vraiment. Bon, il y a des aménagements sur lesquels on peut, comme dirait l'autre, fermer les yeux. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'au moins 60, 70, 80% de la vue puisse être sauvegardée. Très bien. Je sais que c'est un sujet passionnant. Vous aurez l'occasion, si vous voulez, d'intervenir à nouveau sur le foncier. Mais puisque le temps nous est compté, nous allons parler de la Casamance. Pour sortir cette région de ces 32 ans de conflit armé, il faut certainement des architectes d'un autre genre. Atepa se veut un bâtisseur de la paix dans la région qu'il a vu naître. Il n'est pas le seul. Le président Macky Sall y séjourne depuis plusieurs jours avec plusieurs mesures économiques pour permettre à la verte Casamance de retrouver un quotidien normal. Mais où en est-on avec le processus de paix? Regardons ce sujet de notre reporter Fatima Ba. Ziguinchor a reçu ces 2 bateaux, Agen et Djambogne, inaugurés ce jeudi par le chef de l'État. À cela s'ajoute la chambre frigorifique et la route nationale numéro 6 en construction, autant de réalisations qui participent au désenclavement de la région. Si le chef de l'État parvient à faire en sorte qu'il y ait 2 bateaux qui viennent s'ajouter à Aline Sitoé Diatta, ce n'est que bénéfice pour les populations de la Casamance qui vont s'en réjouir. Parce que selon les informations que j'ai eues, ces bateaux sont essentiellement faits pour le fret. Donc pour permettre aux opérateurs économiques de la Casamance, pour permettre aux gens qui veulent faire du commerce avec le reste du Sénégal, de le faire sans problème. Et également aux camions qui peut-être pourraient passer des jours entiers à la frontière avec la Gambie, de ne plus le faire parce que les bateaux là peuvent amener des camions avec eux. Le président Sall disait faire de la Casamance sa priorité et selon ce journaliste, il est sur la bonne voie, ce qui peut même se répercuter sur ses chances d'être réélu. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, a été élu sur un programme. Il a fait des promesses aux Casamancais qui ont jugé que cela valait la peine de le lire. Naturellement, ils vont au moment du bilan, ils vont tenir compte des réalisations qu'il est en train de faire. Mais les Casamancais attendent surtout des avancées dans le domaine de la paix par rapport au conflit qui dure depuis plus de 30 ans en Casamance. Donc tout cela, au moment venu, va naturellement compter énormément pour le bilan de Macky Sall qui veut se faire réélire en 2017. Avec cette tournée économique, Macky Sall marque des points aux yeux des spécialistes. Le président Sall poursuit son opération de charme dans le sud du pays, frappé par un conflit armé depuis plus de 3 décennies. La décision de ramener le prix du transport Dakar-Ziguinchor à 5 000 francs, bien accueillie par les populations. Ahmad Khan, nous vous redonnons la parole pour votre question sur la Casamance. Une dernière question sur la Casamance, justement. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au-delà de la recherche de la paix, il y a une recherche de voix aussi, de la part d'un président qui est aussi un président de parti? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être... C'est juste un maquillage comme certains le voient? Merci. Bien, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, vous ne pouvez jamais sortir la politique de tout ça. Un homme politique, vous ne pouvez pas lui demander de ne pas être politique. C'est de bonne guerre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les promesses et les décisions courageuses qu'il a prises puissent être respectées. Il est allé au-delà même des 2 bateaux. Il nous a promis le train, le chemin de fer,
Parce qu'encore une fois, c'est peut-être pas pour demain, mais pour après-demain, c'est ça l'objectif, c'est ça la vision. Il nous a promis un chemin de fer qui va faire Dakar, Tambacounda, Ziguinchor. Nous attendons qu'il fasse tout pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, oui, c'est un homme politique. Mais, et puis je vais vous dire, si politique signifie régler le problème des Sénégalais, et dans ce cas précis des Casamançais, mais qu'il fasse de la politique. Maintenant, les histoires de oui, qui a baptisé l'enfant, qui a fait l'enfant, nous, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que l'enfant est né, qu'il a été baptisé et qu'il va servir à tout le monde. Maintenant, déplaçons le débat sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres régions également? Et je me réjouis du fait que, étant sur le terrain, il a souhaité que l'expérience qui est en train d'être faite à CFA puisse être dupliquée ailleurs. C'est ça que nous attendons. Et vous êtes journaliste, non? Oui. Voilà. Nous, les journalistes, nous voudrions vous demander, pas d'élever le débat, beaucoup d'entre vous, vous-même certainement, vous élevez le débat, mais de vous intéresser à l'essentiel. Et je vais sauter du coq à l'âne pour vous faire un petit reproche très amical. Il y a eu une semaine la rentrée de l'Académie des sciences. Il n'y avait pratiquement pas de journalistes. On n'a pas parlé de ça. On a parlé de Karim, on a parlé de ceci ou de cela. En Corée. Pourquoi la Corée nous a devancés alors qu'on était au même pied d'égalité? On était même devant eux. Ce n'est pas le ministre André Sonko qui est là qui va me contredire. On était devant eux pendant les indépendances. Parce qu'en Corée, l'événement le plus important, en tout cas un des plus importants, c'est la rentrée de l'Académie des sciences. Parce que c'est dans la science, c'est avec la science que nous allons pouvoir nous en sortir. Alors, encore une fois, je vous demande de tout faire pour que les questions de développement, en dehors de toutes ces querelles, oui, machin, il a fait ça, concentrons-nous sur ce qui peut développer ce pays-là. Et croyez-moi, c'est un des rares pays en Afrique qui peut avoir un développement accéléré et qui peut arriver à l'émergence. C'est un des rares pays pour des questions que vous pourrez voir le jour où vous allez lire une partie du livre. Pour le moment, on se concentre sur la Casamance, puisque c'est le thème que nous sommes en train d'aborder. La Casamance, au-delà de cette rébellion qui réclame l'indépendance, qu'elle n'aura jamais certainement, est devenue une patate chaude pour la classe politique sénégalaise, puisque c'est elle qui gouverne et qui gère ce dossier, sur le statut qu'il faudrait donner à la Casamance. Est-ce qu'il n'est pas temps de poser le problème du statut de la Casamance? Ou est-ce qu'il faudra considérer cette Casamance comme une région, comme toutes les autres? C'est une question difficile. C'est une question très difficile. Nous préférons, et vous avez des membres du collectif des cadres casamançais qui sont là, nous préférons parler de plans spéciaux. Là, il a lancé un plan spécial, par exemple, pour le tourisme. Je pense que ça doit faire partie des solutions. Nous ne souhaitons pas parler de choses que nous ne maîtrisons pas. Un statut spécial pour la Casamance, oui. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de facteurs... Oui, parce que la somme de plans spéciaux donne un statut spécial. Soyez plus courageux, dites le fond de votre pensée. Croyez-moi, je manque rarement de courage. Mais vous savez, quand vous parlez des choses de la cité, qui peuvent être des choses extrêmement compliquées et délicates, il vaut mieux réfléchir avant de parler. Nous pensons... Et il y a des gens qui ont dit, devant vos micros qu'ils voulaient un statut spécial. Moi, vous le saurez bientôt, je réclame un statut spécial pour une île de Casamance. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Pour Carabane, oui, mais on reviendra là-dessus. Donc, non, je pense qu'il faut voir comment régler le problème, un problème tout en ne créant pas un autre problème. Ceci dit, si tout ce qu'il a dit là, cette semaine, il le fait,
mais nous sommes preneurs à 1000%. Et pour nous, c'est presque un plan Marshall. C'est un plan spécial, oui. Un statut spécial, je suis plus dubitatif. Oui, la parole à celui ou celle, on n'a pas entendu les dames. Bon, c'est un homme qui prend encore le micro. Idrissa Sané du Soleil. J'aimerais poser deux questions à M. Goudiaby. Est-ce que depuis une trentaine d'années, on n'a pas un peu négligé la recherche de solutions à l'échelle communautaire? Parce qu'on sait que ce sont les petits conflits à l'échelle communautaire qui alimentent la grande crise en Casamance. Je veux parler de façon plus précise des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et à un moment ou à un autre du conflit, il y avait des dénonciations. Donc, est-ce que cela aussi, on n'a pas un peu négligé la recherche de solutions à l'échelle communautaire? Merci. Bien, je ne suis pas au fait des négociations, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur le dossier et qui ont travaillé pratiquement sur tous les aspects du dossier. Il y a des aspects que vous ne pouvez même pas soupçonner. Mais nous faisons confiance aux gens qui ont le dossier. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, le dossier est en de très bonnes mains et je pense que nous n'avons jamais été aussi proches d'une solution qu'actuellement. Donc moi, je milite plutôt pour que tout le monde prie, pour que ce qui se passe actuellement puisse continuer et aboutir à une solution qui agrée tout le monde. Pierre Goudiaby Atepa, une question plus personnelle. Vous êtes un natif de la Casamance. Il fut un temps, dans l'esprit de beaucoup de gens, un Casamancé était un rebelle en puissance. Est-ce que vous avez eu à souffrir de cela, de ce regard inquisiteur? Non, parce que bon, mon tempérament ne me permet pas de m'attarder à ce qui n'est pas réel. Mais je vais vous faire une petite anecdote. Quand le président Ouad a enfin décidé, il a pris de grandes décisions sur la Casamance, et nous sommes venus, le collectif et moi, pour le féliciter. Devant tout le monde, il a dit: Pierre, je vais te dire aujourd'hui, on t'a toujours soupçonné d'être à la tête de la rébellion. Ah oui. Je dis: non, mais monsieur le président, excusez-moi le terme, vous blaguez ou quoi? Il dit: non, les rapports, les renseignements généraux, on dit que oui, Robert Sagna et toi. Je dis: mais attendez, réfléchissons. Réfléchissons, ça n'a pas de... Voyez-vous, tout le monde le sait, j'ai été menacé. Un moment, je me promenais avec des gardes du corps. Et encore une fois, pour la petite histoire, une des personnes qui m'avait menacé, je l'ai pardonné il y a 3 jours. Hein, le monsieur, vous vous souvenez de cet épisode, on s'est vu devant l'hôpital de la paix. Je lui ai dit: bon, écoute, aujourd'hui, nous allons quand même faire la paix. Donc, c'est vous dire que oui... On ne connaît pas le monsieur, dites-nous. C'est Bassène, le fameux Bassène qui m'avait menacé de mort, etc. Très bien. Et on s'est réconciliés. Il y a même une photo que je vais peut-être partager avec vos journalistes. Alors, donc, c'est vous dire que non, bon... Écoutez, quand c'est clair dans votre tête, vous n'avez pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un conflit qui nous fait beaucoup de mal parce que, comme je dis, moi, je suis Casamancé jusqu'à l'os, je suis sénégalais jusqu'à la moelle. Et est-ce que vous avez l'intime conviction qu'on n'est pas loin aujourd'hui de la solution? Fera-t-on encore 32 ans à attendre la paix? En vérité, je peux vous le dire, encore une fois, d'après ce que je sais, nous n'avons jamais été aussi proches d'une solution. C'est pour cela que je demande aux uns et aux autres de continuer à prier. Nous ne sommes pas loin. Qu'est-ce qui reste? Un petit déclic de part et d'autre. Du genre? Mais du genre qu'il y a encore peut-être quelques concessions à faire de part et d'autre. Je n'en dirai pas plus. Alors, la corniche, nous en parlions tout à l'heure, n'inspire plus Cheikh Anta Diop à l'image de l'UCAD qui n'a plus accès à la mer. Le secteur de l'éducation est à nouveau, suffoque à nouveau
du fait d'une crise dans les échelons secondaires et supérieurs, un secteur éducatif qui ne laisse pas indifférent notre invité de ce soir. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a déclenché une grève depuis quelques jours. Alors, ce qui est mis en cause, c'est la loi cadre. La relecture du texte est-elle la solution? Le ministre de l'enseignement supérieur va-t-il revoir sa copie? Élément de réponse, Aminata Mbaresso, Mamadou Diop pour les images. Un texte de loi réduit en cendres, la scène se passe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le syndicat autonome des enseignants du supérieur dans tous ses états. À l'origine, une loi cadre votée et adoptée à l'Assemblée nationale depuis le 26 décembre 2014. C'est une loi qui remet en cause l'autonomie des universités d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue scientifique. Le ministre affirme qu'il a fait examiner la loi par certaines instances. Le problème, c'est que les instances qui ont examiné cette loi l'ont rejetée. Elles avaient dit que la loi était mauvaise. On a quand même fait voter cette loi-là à une Assemblée nationale où il n'y avait presque personne. Donc formellement, il y a eu concertation, mais dans les faits, c'est une concertation biaisée où on a pointé les limites de la loi et que malgré tout, la loi est passée. Dans la dite loi, de nouvelles dispositions, entre autres le conseil d'administration, mais la composition, le choix du président, du vice-président de ce conseil d'administration et le rôle irritent ces universitaires. Les universités sénégalaises vont inaugurer une nouvelle forme de gouvernance des universités en consacrant des conseils d'administration constitués de 50% de personnel extérieur à l'université, donc de gens qui ne sont pas au fait des mutations en matière de pédagogie et en matière de sciences, par exemple, dans le monde. C'est le conseil d'administration qui remet en cause l'autonomie de l'université. Ça veut dire qu'une majorité de gens choisis par le ministre aura la latitude de faire exactement ce que le ministre veut à l'intérieur de l'université. Et pourtant, de l'avis du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette disposition n'est pas une nouveauté. Dans nos universités, y compris à l'université Cheikh Anta Diop, il y a des établissements qui ont des conseils d'administration. Donc sur cette question, je pense qu'il n'y a pas d'innovation majeure. Et quand on regarde dans le reste du monde, il en est de même. Nous avons un problème. Le problème, c'est d'abord et avant tout l'employabilité de nos diplômés. Quand vous regardez dans le chômage des jeunes, ceux qui ont le plus de difficultés à trouver du travail, c'est ceux qui sont les plus diplômés. Nous avons donc besoin d'entendre la voix de ceux qui sont les futurs employeurs de nos étudiants. La polémique enfle, des étudiants s'inquiètent, ils craignent des conséquences. Auparavant, le vote du président du conseil d'administration, c'est bon, les étudiants ont participé et même jusqu'à présent dans le texte, il y a mentionné la participation des étudiants, mais c'est 2 étudiants tout simplement. Alors qu'auparavant, au moins, dans chaque faculté, il devait y avoir 2 mandataires. Ce sont les étudiants qui seront sacrifiés, parce que là où nous sommes, on est au mois de février, presque au mois de mars, et on n'a pas encore bien démarré les cours. Vous regardez, le CS est en mouvement. Le CS a décrété 112 heures. Donc, il faut automatiquement régler le problème. Des solutions sont proposées de part et d'autre, des perspectives pour un consensus autour de la loi cadre. Cette loi est mauvaise, il faut qu'on la rejette. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Comment en est-on arrivé à voter une loi aussi évidemment mauvaise en ne consultant personne et en méprisant totalement les décisions, les délibérations des assemblées compétentes de l'université? C'est une révision de cette loi, sous quelle forme? Je ne sais pas. Si la loi n'a pas été promulguée, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller vers une deuxième lecture de la loi à l'Assemblée nationale, intégrant justement ces préoccupations des universités. C'est des préoccupations qui sont censées sauver l'université. Je crois que la meilleure façon de régler donc les différends, c'est de se parler sérieusement, de tenir compte des avis des uns et des autres. Mieux, c'est de faire en sorte que les autres
textes qui accompagnent cette loi cadre puissent également être promulgués en tenant compte des observations. L'exercice s'avère difficile. Des universitaires continuent de rejeter la présence d'un membre du ministère de la fonction publique dans le conseil académique. Ils déclinent également le mode de nomination du recteur. Je vais redonner la parole au député Cheikh Oumar Sy. Comment en est-on arrivé à voter cette loi cadre qui a été incinérée par les professeurs? Et est-ce qu'une deuxième relecture est possible? Et nous avons la chance d'avoir des étudiants aussi dans le public. Ils auront la parole tout à l'heure. Merci Mamadou. J'étais au cœur de ce processus-là. Malheureusement, il y a eu un mauvais suivi parce que le SAES nous avait contactés. On a eu 2 séances de travail et il était question d'inviter le ministre et le SAES pour trouver une solution avant que la loi n'arrive à l'Assemblée nationale. À ma grande surprise, parce qu'on m'avait envoyé en mission, le 26 décembre 2014, la loi est passée en catimini à l'Assemblée nationale. Toutes les lois qui passent en catimini et en procédure d'urgence en Assemblée nationale, moi personnellement, je considère qu'elles ne sont pas de bonnes lois. Parce qu'une bonne loi demande du temps, et de la réflexion, de l'appropriation avant qu'on ne puisse la voter. Je crois qu'aujourd'hui, il faut ramener cette loi-là pour une deuxième relecture, permettre au SAES, aux autres acteurs, de pouvoir participer à l'élaboration et à la compréhension de cette loi-là et de voir comment le secteur privé, lui aussi, puisse participer vraiment à l'articulation de cette loi-là. Parce que comme il l'a dit, le problème fondamental aujourd'hui, même avec le système LMD, c'est l'employabilité des étudiants qui sortent diplômés. Et les plus diplômés, ce sont ceux-là qui ont souvent la chance ou la malchance de n'avoir pas d'emploi. Exactement, c'est ça le problème. Donc je crois, on a reçu dernièrement le SAES à l'Assemblée nationale, et je crois que le ministre doit saisir cette opportunité-là pour qu'on puisse avoir un consensus général sur cette loi cadre-là. Malheureusement, je crois qu'il ne fallait pas vraiment pour des professeurs de haut niveau brûler une loi, revenir avec cette loi-là et rediscuter avec la loi à l'Assemblée nationale. C'est possible, je crois que c'est la meilleure solution actuellement. Et on termine sur votre préoccupation toujours sur le foncier. Oui, sur le foncier, j'attire beaucoup l'attention des gens qui oublient et que c'est le professeur Abdoulaye Dieye lui-même, lors d'une contribution, qui nous a éclairé en disant que le chef de l'État ne peut pas offrir des terres. Il doit nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Et donc, cette loi-là n'est pas appliquée et ces dispositions-là ne sont pas appliquées. Et ce qui est sidérant aussi, pour terminer, c'est qu'il y a des règles au Sénégal qui n'ont pas de sens. Le cadastre ou impôt et domaine, quand ils font des aménagements, ils se distribuent eux-mêmes des terres, ce qui n'existe nulle part dans le monde. Il n'y a aucune loi qui régit ça. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de manière unilatérale que quand on va aménager des terres, l'inspecteur va avoir des lots, le directeur de tel va avoir des lots, un tel va avoir des lots, et ces lots-là vont être revendus à d'autres, d'où le surenchérissement, la cherté du foncier. Je vous remercie. Les étudiants qui sont dans la salle, Amadou Sennia, Nicolas sur le système, on donne la parole aux étudiants d'abord. Oui, prenez le micro. Bon, d'abord, je tiens à remercier Mamoudou Ibrahim qui a bien voulu nous recevoir pour ce qu'on vient assister dans cette agora. Comme tout citoyen, nous venons parler sur les effets de la cité. Moi, c'est Aliou Kane, je suis le coordinateur d'une association qui s'appelle Architectes du Bien, qui n'est pas seulement composée d'étudiants, qui a son sein des jeunes qui sont ici des différentes localités du Sénégal et qui œuvrent pour la citoyenneté. D'abord, bon, la question de l'université, c'est une question qui nous interpelle et qui nous concerne d'abord, nos étudiants, avant les gens qui sont dans le secteur privé ou qui sont dans le secteur public, parce que c'est nous l'université est d'abord pour les étudiants d'abord, que ce soit l'université ou les écoles de formation, c'est pour les étudiants. Pour cette année, nous les étudiants, nous voulons participer au débat. Cette année, nous venons avec un projet dénommé FIC, Formation, Création, Intégration. Nous voulons l'opérer au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce projet consiste à promouvoir l'engagement citoyen et l'entrepreneuriat social au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au niveau de l'enseignement supérieur en général. C'est un projet qu'on a eu à travailler, qu'on a eu à laisser mûrir dans le temps.
L'association Architectes du Bien est une association qui est née d'un club de philosophie. Aujourd'hui, tous ces étudiants qui sont là avec moi, mes amis, nous sommes conscients des enjeux parce que nous sommes responsables d'une part parce qu'on s'est laissé un peu enfantiller. L'État nous a enfantillés, le secteur privé nous a enfantillés. Maintenant, nous allons prendre la parole. Nous serons partout dans les universités, partout dans les écoles de formation pour dire aux étudiants de se réveiller. Il est temps qu'on se réveille. Là, avec notre projet qu'on a eu à déposer même dans votre structure, moi je suis le concepteur et sachez que votre livre Oser m'a beaucoup inspiré dans ça. Cette formation consiste d'abord à promouvoir la citoyenneté. Parce que notre association se fonde sur deux principes, la solidarité et la citoyenneté. Avec notre projet FIC, nous voulons faire à des nouveaux bacheliers qu'ils soient des sentinelles des valeurs civiques et des valeurs humanistes. Aujourd'hui, on est en train de monter un journal qu'on a comme nommé Le Réformateur, qui sera dans les 5 universités publiques du Sénégal, dans toutes les écoles de formation, pour dire aux étudiants et inciter aux étudiants de se réveiller. Très bien. Aliou Kane, le message est bien passé. Une question pour M. Atepa. M. Goudiaby, dans votre livre Oser, à la page 67, vous affirmez, je vous cite, que le gap qui sépare l'Afrique et le reste du monde est du fait que l'Afrique a raté la révolution industrielle. Tout le monde sait que la révolution industrielle a été engendrée par l'invention de l'imprimerie qui a permis la diffusion du savoir. Aujourd'hui, en Afrique, au Sénégal, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants n'ont pas accès aux nouveaux outils d'apprentissage et de la formation, c'est-à-dire l'informatique. Aujourd'hui aussi, l'informatique est le sésame pour les étudiants qui n'ont pas le moyen d'accéder aux grandes écoles. Vous avez eu à travailler dans un projet à Tchad, en étudiant en ordinateur. Ne pensez-vous pas que ce projet aussi, les Sénégalais ont besoin de ce projet, surtout dans le Sénégal des profondeurs? Moi, je viens d'une région de Fouta Natal. Il n'y a même pas de bibliothèque et vraiment, même les enseignants qu'on y déploie sont des enseignants de seconde zone. Parce que ce sont des étudiants qui sont des enseignants étudiants qui n'ont que le bac. Et ça, vraiment, nous allons porter le combat partout. Et là, vous tous ici présents, on vous appelle à l'appel. Très bien. Merci Aliou Kane. Oui, Amadou Senya, Nicolas Sawalo Cissé qui voulait reprendre la parole. Voilà, merci Mahmoud Ibrakan. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Je suis consultant formateur en gestion de collectivités locales. Je suis aussi un élu local à Rufisque, conseil municipal dans la vieille, belle, historique et culturelle ville de Rufisque. N'est-ce pas? Nous avons mais elle aurait pu être plus belle, hein, Rufisque. Oui, n'est-ce pas? je dis souvent une belle ville à embellir. Oui, donc c'est ça. Nous sommes donc très contents de participer à cette émission devant cette auguste personnalité, c'est Atepa, que je félicite, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous et pour les générations futures. Moi, j'aimerais souligner un seul terme, la responsabilité. Quand on m'a demandé de passer à cette émission, on m'a dit on va parler de la Casamance, du foncier maritime et de l'université. Toutes ces questions, en les approfondissant, j'ai souligné le mot responsabilité. Nous devons véritablement assumer nos responsabilités personnelles, individuelles. Quand on parle du foncier, il y a un acteur qui m'intéresse beaucoup. C'est le citoyen futur. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce qu'il développe là, dans ses initiatives à travers Perle, c'est qu'il prend en compte ce citoyen futur-là, avec responsabilité. Que le législateur le fasse, que l'État, à travers son administration, ses services déconcentrés, le fasse, que tous les autres acteurs le font comme vous le faites aujourd'hui au niveau du groupe Futur Média, à travers l'organisation de ces émissions. Pour ce qui est de la Casamance, c'est la même chose. Il faudra que, véritablement, à tout point de vue, que chaque acteur prenne ses responsabilités, parce que là, il y a des programmes spéciaux. Effectivement, la question des collectivités locales n'ont aucun moyen
pour véritablement remplir leur mission. Parce que tout ce qui a été dit à travers l'acte 2, l'acte 1 et l'acte 3 n'a pas été en mesure de pouvoir permettre à ces collectivités locales de répondre à... C'est pourquoi d'ailleurs même les mécanismes innovants de financement de développement annoncés ne permettent pas aujourd'hui de le faire. C'est la même chose pour l'université. Ouais. C'est la même chose pour l'université. La responsabilité. La responsabilité de chacun. Merci Merci. Nicolas Saoula Cissé. Merci Mamoudou. Oui. La lumière est ma loi. Alexandrie, cette grande ville, était parce qu'il y avait sa lumière et sa bibliothèque. Le Sénégal a ces deux choses, la lumière et le savoir. Et je vais, si vous le permettez, vous dire le sens de ma pensée. D'abord, la lumière. Alexandrie, son phare. Dakar, son phare. Alexandrie, il y a quelques millénaires. Dakar, il y a quelques centaines d'années. Ce phare qui est patrimoine historique, qui a éclairé les navires il y a peut-être 400, 500, 600 ans. Ce phare qui est un des premiers phares de l'Afrique. Ce phare est menacé, tout simplement. Il est menacé dans sa légitimité. Il est menacé dans sa souveraineté. Et c'est un bien inaliénable. Il y a aujourd'hui, dans ce phare, une ONG qui est en train de construire, on ne sait pas. Mais on ne peut pas comprendre que ce phare qui est un territoire de défense nationale, parce que le phare de Dakar, il y a une enceinte militaire qui y est, et même du temps de la colonisation, les militaires savaient que cet endroit était un endroit stratégique militairement, donc on devait le protéger. Alors comme pour les Bouddhas de Bamiyan, ou comme pour les tombes de Tombouctou, on est en train de prendre une chose qui est essentielle au Sénégal. C'est très grave. Il y a une construction qui se passe sur le phare qui ne veut aller nulle part ailleurs aujourd'hui, mais elle a ses raisons. C'est parce qu'en prenant ce phare, elle prend notre légitimité. Il faut combattre cela. Il ne faut pas qu'il s'installe sur ce phare. La première chose, le savoir maintenant, puisqu'on a parlé de la lumière. Ouais. Il faut qu'on ait le courage, nous, Sénégalais, définitivement, de tourner le dos à cette polémique infructueuse qui est en train de nous saccager. Je ne sais pas si vous connaissez le Mousquet, mais l'université du Sénégal, l'université de Dakar, est une véritable poudrière. On est en train de mettre de la poudre. Très bien. Et il faudrait, juste pour terminer, Mamoudou, oui. Il faudrait que l'on commence à réfléchir sur la notion d'école. Parce que nous ne savons rien faire, Mamadou. Nous ne savons pas faire des chaussures ni des lacets. Nous ne savons pas faire des lunettes. Nous ne savons pas faire des cravates. Nous ne savons pas faire des montres. Nous ne savons pas faire des bijoux. Nous ne savons pas faire des voitures. Nous ne savons pas faire des chaises. Nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas faire. Il faudrait que on importe le savoir, alors qu'on en a à le savoir soit lié à la main. Je vous remercie. Alors, Seigne Mbaké-Ndiaye, oui, on vous donne pour juste 30 secondes, 1 minute. Et puis, la parole à un ancien ministre de l'Éducation, c'est très important, André Sonko, qui est là. Et on donnera la parole à Pierre Goudiaby Atepa. Très rapidement. Très bien, Mamadou. Merci pour cette émission qui, en fait, au-delà d'une simple émission de télé, est un véritable cercle de réflexion qui manque véritablement dans ce pays-là. Donc, je vous en félicite. Et je remercie également et félicite votre invité du jour, qui, comme j'ai l'habitude de dire, ne laisse personne indifférent. On aime ou on n'aime pas, mais il faut lui reconnaître son engagement au service du pays. Et c'est important, il l'a dit tout à l'heure, Casamance sénégalais, qui a cet engagement qui me rappelle un vieux qu'il a certainement connu, qui s'appelle le docteur Kolifiakre. Affecté à Khombol en 1950, il a été le maire de Khombol le plus en vue et qui a joué un rôle important, qui aurait pu jouer un rôle très important pour le règlement de la crise casamançaise dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. L'autre question relative au littoral. Il faudrait, peut-être c'est à la fois une question, une suggestion, parce que j'ai moi-même décidé d'intégrer la perle et de contribuer à ce combat-là. Il faudrait amener les populations sénégalaises à s'approprier ce combat. Il faudrait que celui qui est à la Gueule Tapée, qui est à la Médina, qui est aux HLM, sente que ce combat est son combat. C'est vrai, toutes les révolutions sont dirigées par une élite qu'on appelle des intellectuels. C'est vrai. Il faut que ces intellectuels soient à l'avant-garde
et qu'on amène le reste de la population à comprendre que c'est un combat que nous devons mener tous. Également, et je termine par là parce que le temps ne nous le permet pas, élargir l'assiette, c'est comme ça que je vais l'exprimer. Élargir l'assiette parce que je suis de ceux qui ont toujours pensé que l'arrêt de la revitalisation des vallées fossiles est une catastrophe. Il faudrait plus tard peut-être aller dans ce sens-là. Très bien. Aller dans le département de Thiès. Vous avez les vallées qu'on appelle les vallées du Diobas. Nous, très jeunes, on allait pêcher, on allait faire beaucoup de choses dans cette vallée-là, qui ont séché aujourd'hui uniquement parce que des infrastructures ont été créées sur cette voie-là. Donc c'est énormément de choses sur lesquelles nous pourrons revenir. Encore une fois, merci et bon courage. Oui, l'ancien ministre de l'Éducation, André Sonko, un mot, hein, on ne peut pas rater cette occasion. Surtout que ça fait des années qu'on ne vous a pas vu tenir un micro et parler aux Sénégalais. Effectivement, merci Mamoudou. Bravo et félicitations à M. Goudiaby. En tout cas, je suis honoré que vous m'ayez invité à cette émission, que je suis de temps en temps à la télévision. Il a été débattu ici des questions d'importance. Très rapidement, pour le DPM, effectivement, il faut commencer quelque part. Mais je crois que la menace est générale, surtout le littoral. Je suis de la région de Mbour, du département de Mbour, de la commune de Joal-Fadiouth. Il n'y a plus de plage. Et j'ai grandi tout jeune, j'étais au collège des Maristes en 1957. La plage était, il n'y avait que la base de Bel Air. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas d'habitation. Du sable fin à perte de vue. Deuxième chose, la Casamance. Très peu de choses. La Casamance, il ne faut pas oublier l'aspect culturel. Et je voudrais rendre hommage, bien sûr, à M. Goudiaby, à son collectif, mais aussi au gouverneur Saliou Sambou, qui a essayé d'introduire un aspect culturel qui est non négligeable. La crise à l'université et à l'école de façon générale. En 1968, j'étais étudiant. Je terminais ma maîtrise en économie. La fameuse grève de 68. En 1988, j'étais ministre de l'Intérieur. L'année blanche au niveau des lycées et collèges. Oui. Et en 1993-94, il y a eu la concertation sur l'enseignement supérieur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Il faut que les partis s'asseyent et qu'on revienne à un dialogue sincère et que chacun dise ce qu'il peut faire. Et une fois qu'il l'a dit, qu'il s'en tienne à ça. Pierre Goudiaby, le temps est épuisé. Un mot sur l'université. Vous avez écrit ce livre, Oser, qui est un appel à la jeunesse. À la différence de l'autre qui disait « Indignez-vous », vous vous demandez d'agir, oser, 12 propositions pour un Sénégal émergent en rapport à l'éducation au Sénégal. Bien, merci beaucoup. En rapport à l'éducation, je reviens à ce que j'ai dit dans le livre. Il faut qu'à l'heure d'Internet, nous revoyions les fondamentaux. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, je pense qu'il faut que tout le monde s'asseye autour d'une table, que tous s'asseyent autour d'une table et qu'on revoie les choses de fond en comble. On ne trouvera pas de solution en prenant les méthodes, les anciennes méthodes. Aliou Kane vous dit, est-ce que vous êtes prêt à reproduire ce que vous avez fait au Tchad? Tout Ici à fait, au Sénégal, même un plus étudiant, que ça. un élève, un ordinateur. Oui, mais ça, oui. j'allais dire, c'est un détail. Le plus important, et c'est encore dans le livre, il faut que nous sachions que dans quelques années, on ne pourra plus être dans une classe où il y a 30 personnes. Le professeur sera certainement seul. Il sera peut-être à Los Angeles, et c'est bien. Il sera peut-être à Hong Kong. Et il va parler à 1000 élèves. C'est ça qu'il faut que nous prenions en compte. Et vous êtes pour l'adoption de l'anglais comme deuxième langue officielle? Si vous me demandez ma conviction, c'est que l'anglais devait être la première langue officielle du Sénégal. Ah oui? Mais je ne veux pas de provocation. Contentons-nous du fait qu'il devrait être la deuxième langue. Je vais vous dire pourquoi. Dans le livre, encore une fois, excusez-moi de faire référence au livre. Quand nous voyons le Sénégal, nous devons être un hub pour tout. Vous ne pouvez pas être un hub aujourd'hui dans les nouvelles technologies de l'information si vous ne parlez pas anglais. Vous ne pouvez pas être un hub industriel aujourd'hui si le Chinois qui vient mettre son usine
te parle en anglais. Vous ne pouvez pas être un homme, excusez-moi, et j'en aurais fini, pour les affaires, si vous ne parlez pas anglais. Alors, honorable, je vous interpelle. Je souhaite qu'il soit inscrit à l'Assemblée nationale, comme vous appelez ça, je crois, question orale, l'introduction de l'anglais comme deuxième langue officielle du Sénégal. Très bien. Alors, Pierre Goudiaby, et c'est ma dernière question, mais il y a une avant-dernière. Les satellites. Le monument de la Renaissance, il a coûté combien? Le monument de la Renaissance a coûté environ 16 milliards de francs CFA. Et les 80 milliards dont on a parlé? Ça, moi, j'ai jamais vu, on m'en a jamais parlé, les gens en parlent. Moi, je sais que j'ai vu les décomptes que j'ai signés. Des Coréens, c'est 16 milliards. Seulement, voilà, pour en finir. Il y a eu ce qu'on appelle un troc. Il y a eu une dation en paiement. Ça veut dire quoi? Que les Coréens, au lieu de prendre de l'argent qu'on n'avait pas dans le budget, il y a eu un machin qui a été créé pour qu'on donne un terrain à la place de l'argent. Sauf que le terrain qui a été donné a été estimé par les uns à 20 milliards, par les autres à 80, je n'en dirai pas plus. J'ai lu quelque part cette petite phrase empruntée à l'autre. J'y pense en me rasant. La présidence de la République, vous y pensez vraiment? Je pense que tout citoyen qui aime son pays doit pouvoir, à un moment ou à un autre, penser qu'il peut apporter sa contribution. J'y pense comme ça, parfois très sérieusement quand je pense que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, mais parfois moins quand je vois qu'il y a de bonnes directions qui sont prises, comme cette semaine par exemple. Atepa, candidat à la présidentielle de 2017, une vue de l'esprit? Vous savez que j'ai toujours été contre les campagnes électorales anticipées. Nous verrons bien dans un an, à un an. Mais je suis étonné que vous ne m'ayez pas parlé de mes satellites. Je suis un peu déçu quand même. Dites-nous. Mais parce que, comme le disait l'étudiant tout à l'heure, demain, c'est ce qui va régir le monde. Et je suis heureux aujourd'hui que le président Sall ait décidé d'emboîter les pas au président Alassane Ouattara pour qu'on puisse lancer ce satellite encore une fois. Qui va permettre quoi? Mais qui va permettre de faire de l'e-éducation, de l'e-agriculture. Est-ce que moi, Madoun, vous savez que demain, vous n'irez pas à une consultation. Vous allez prendre votre portable, vous allez faire un numéro de téléphone. Vous allez le mettre là, quelques minutes après, on va vous dire ce que vous avez. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et pour en finir, pour les étudiants qui n'ont pas de travail, et là, je suis d'accord avec le recteur tout à l'heure, il faut que nous arrêtions de former des chômeurs. Les étudiants, je vous parle en vous regardant dans les yeux, je ne sais pas c'est laquelle des caméras. Investissez l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est les mathématiques, c'est les nouvelles technologies de l'information. Vous savez que si vous faites philosophie, vous pouvez aujourd'hui faire philosophie et faire les nouvelles technologies de l'information, en parlant anglais, bien sûr. Merci Pierre Goudiaby Atepa d'être venu aux Affaires de la Cité. Ce fut un plaisir de vous présenter cette émission. Merci à la réalisation autour de Tonton Mac. Bonsoir, rendez-vous dans un mois.